Bienvenue dans ce magazine. Nous sommes ensemble pendant 26 minutes, le temps de faire le tour de l'Île-de-France et d'en découvrir ses richesses culturelles. Des métiers à découvrir, des artistes à rencontrer, des lieux à visiter, c'est tout de suite dans Grand Paris Culture. Dans ce numéro, nous vous parlerons d'un art méconnu, celui de la mosaïque. Très utilisé pendant l'Antiquité et pour la décoration des églises, Olivier Chéab nous ouvrira les portes de son atelier. Connaissez-vous l'Osmothèque de Versailles? Nous vous emmènerons dans ce musée du parfum où vous pourrez retrouver des fragrances de créateurs du monde entier et développer votre sens olfactif. Et puis, gros plan sur le groupe de rap La Street Connection. Formé au milieu des années 90, ce collectif milite pour une société plus juste sans prôner la violence. On ouvre cette édition sur un art décoratif peu connu, la mosaïque. Cet art consiste à assembler des fragments de pierre colorées, d'émail, de verre ou de marbre pour former des motifs ou des figures. Très utilisé pendant l'Antiquité pour la décoration intérieure des maisons et des temples, la mosaïque est aujourd'hui autant pratiquée par des artistes que par des architectes en décoration. Martine Guégan de Télé Essonne nous présente le mosaïste Olivier Chéab, un artisan d'art du département de l'Essonne. De formation, je suis ingénieur diplômé en génie civil. J'ai fait une très longue carrière en tant qu'informaticien. J'ai fait beaucoup d'informatique bancaire. J'ai visité la plupart des grandes maisons bancaires en France pendant presque 17 ou 18 ans. Mais en réalité, mon rêve depuis tout jeune, c'était de devenir artiste peintre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après mon bac, j'ai fait une année préparatoire en fac de beaux-arts. À un moment donné, il a fallu faire un choix. Ici, on est au 40 quai du Blériot à Paris. L'importance de ce chantier, premièrement, elle vient de la nature du bâtiment même, car on est sur un vrai bijou de l'architecture art déco des années 30. Et puis, l'importance de ce projet vient aussi de par ses dimensions. Donc, en quelques chiffres, c'est plus de 900 mètres carrés de façade en carreaux cassés à reprendre et à restaurer. Pratiquement 11 000 pièces d'or en opus incertum qui ont été cassées pièce par pièce et changées. 450 mètres linéaires de liseré autour de toutes les ouvertures, les portes, les fenêtres, les ailes de bœuf. Et puis encore une cinquantaine, une soixantaine de mètres au niveau des éléments en quart de rond autour des fenêtres. Une mosaïque, c'est effectivement une œuvre d'art, c'est une forme d'expression qui a ses contraintes à elle. Et c'est un art qui astreint à beaucoup d'humilité. Par la nature de la matière qu'on travaille, on est obligé de simplifier ce projet et de dire un maximum avec un minimum de détails. Quand on va casser des petits bouts de pierre, on est limité à une taille minimale de la pierre et du coup, il faut trouver le moyen d'exprimer l'idée, d'exprimer l'image avec un matériau qui n'est pas vraiment très maniable. Les matériaux qu'on va utiliser, ça va être des mâts, de la pierre naturelle, mais il existe encore d'autres matériaux, tout comme les émaux de verre, les calcérame. On va également utiliser des émaux d'or, donc comme on l'a fait en l'occurrence sur le projet de la façade à Paris. On a une palette quand même de matériaux qui est assez riche. C'est un art qui s'adresse à tout le monde. On peut très bien s'offrir une mosaïque sans faire dans la démesure. On peut mettre ou placer une petite mosaïque dans un emplacement qui peut transformer radicalement le charme d'une pièce sans pour autant avoir à partir sur un grand budget. Imaginez-vous une surface de 3000 mètres carrés où sont entreposés des milliers de tableaux.
C'est le cas de la Galerie du Jardin des Arts, située à Ris-Orangis. À sa tête, un passionné, Bernard Bardou. Tout au long de sa carrière de marchand d'art, il a acquis une quantité phénoménale d'œuvres. Il a créé 23 galeries, dont une sur les Champs-Élysées, 5 au Japon et une aux États-Unis. Aujourd'hui, la Galerie du Jardin des Arts reste le seul témoin de sa passion dévorante. Martine Guégan de Télé Essonne nous l'a fait visiter. Je me suis intéressé au tableau depuis mon enfance. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout une prédestinée à travailler dans l'art. Je sors d'un milieu de la culture, de paysans, des beaux. Et j'ai commencé à travailler très jeune, à 13 ans et demi. Et à 14 ans et demi, les premiers congés payés qui à l'époque étaient de 15 jours, au lieu de partir en vacances, je me suis acheté déjà mon premier tableau. C'est toute une vie de collection. Toute une vie de collection. Le nombre, c'est énorme. D'ailleurs, c'est énorme. Je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais je détiens actuellement certainement parmi le plus gros stock de France et parmi ceux d'Europe, non pas par la valeur, mais par la quantité. Et par rapport à ce qui me suscite mon achat, déjà au tableau, la peinture me plaît. Je recherche surtout la qualité. Alors naturellement, vous avez des tableaux de maîtres, de grands maîtres comme Combas, comme Davé, comme certains Tobias, Raya Sorkin. Et vous avez des Sauzé, et vous avez des tableaux aussi de peintres du dimanche, mais intéressants parce qu'il faut mettre l'art à la portée de tout le monde. J'ai loupé toute ma vie familiale à cause de mon métier, mais c'est une passion. C'est-à-dire le seul bonheur que j'ai eu dans la vie, c'est de travailler avec passion tous les jours. Et j'ai 71 ans, ça fait 26 ans que je n'ai pas pris de vacances. Je travaille aussi bien Noël et le 1er de l'an. Mais c'est une passion, c'est une drogue et une passion. Les gens qui aiment l'art en règle générale, ce sont des gens très sensibles, ce sont des gens honnêtes. Et des fois, je dis, c'est souvent, de temps en temps, les patrons de galeries, ils sont moins corrects que les clients. Mais les passionnés, j'ai des gens qui sont passionnés autour de moi, des grosses galeries parisiennes qui sont passionnés. Ils ne font pas fortune, ils perdent de l'argent, mais ils vivent leur passion pareil que moi. Et je ne suis pas le seul. Le Centre d'art de la Maison populaire de Montreuil est un laboratoire de recherche et d'expérimentation autour de l'art contemporain. Son cycle annuel d'exposition est lancé depuis janvier, un cycle en 3 temps avec 3 expositions qui se succèdent jusqu'en décembre. Mélodie en sous-sol, c'est le nom de la première exposition et comme chaque année, le choix des œuvres présentées revient à de jeunes commissaires. Explication de Rémi Carayon et Cédric Dandeville de TVM Est Parisien. Un jukebox, un dessin mural ou une construction en bois réunis dans une même exposition, pas de doute, on est bien au centre culturel de la Maison populaire qui met en avant l'art contemporain dans le 93. Depuis le 16 janvier a débuté la première des 3 expositions d'un même cycle, le tamis et le sable, un cycle qui s'interroge sur la manière dont les artistes transmettent l'histoire. Ce cycle général traite de la question de la transmission, en gros comment les artistes peuvent s'emparer d'une histoire, d'un thème, avec cette idée justement que dans la transmission, voilà, ce serait ce grand tamis à travers lequel passent certaines choses et pas d'autres. Actuellement et jusqu'au 30 mars, c'est l'exposition Mélodie en sous-sol qui est présentée. 6 artistes sont exposés, leur œuvre témoigne des épisodes sociaux, politiques et culturels de l'histoire, trop souvent négligés. Mélodie en sous-sol, c'est cette histoire un peu souterraine qui est, via les œuvres de certains artistes, remise en lumière. Exemple avec l'artiste française Laetitia Bado-Haussmann et son œuvre Tout en bois qui s'inspire d'Émile Méraud, une figure montreuilloise méconnue, symbole du mouvement anarchiste. Qui a vécu à Montreuil à la fin du 19e siècle
et qui était une sorte de leader du mouvement anarchiste à Montreuil, et qui avait ouvert une sorte de fabrique, d'ébénisterie, dans lequel il faisait des meubles a priori très simples, en pin, que les gens pouvaient acheter selon leurs moyens. Le cycle Le Tamier et le Sable se déroulera jusqu'à décembre 2013. La deuxième exposition de la trilogie, appelée L'Intervalle, débutera le 17 avril. Alain Roland est passionné de reliure et suit régulièrement des cours pour se perfectionner. Cette pratique qui consiste à lier les feuilles entre elles pour former un livre est depuis longtemps considérée comme un art. À l'heure d'Internet, l'atelier d'art appliqué du livre et de l'encadrement du Vésinet se bat pour que perdure la transmission de cette méthode. Prévenir la dégradation des écrits, en permettre un usage durable et leur donner une plus belle apparence, c'est un sujet de Patricia Larcher-Reverdy de Rueil TV. Amoureux de beaux livres, c'est à l'âge de la retraite que ce Rueillois a repris sa passion, la reliure. Donc la première opération, ça consiste à choisir un livre qu'on aime bien, de regarder s'il est à peu près en bon état, s'il n'y a pas trop de réparations, et à partir de ce moment-là, on le démonte. Ce qui me plaît dans la reliure, au départ en tout cas, c'est le côté artisanal des choses. Le fait de pouvoir sortir quelque chose de ses 10 doigts. Ce qui n'est pas du tout évident quand on a passé une vie dans des travaux administratifs, avec le sentiment de ne savoir rien faire. Et ça, je trouve que c'est extrêmement valorisant. Il est très important de toucher le moins possible au livre et de récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Donc cette couverture sera montée ici. Je touche au livre, je lis, je relis, je fouine, je chine, je revois, je fais les bouquinistes, je m'intéresse à des auteurs, soit des auteurs déjà connus, soit des auteurs que je découvre. Parce on ne peut pas relier un livre si on ne l'a pas lu. Parce que ça va nous permettre de déterminer le choix de reliure qu'on va faire, les matériaux utilisés, la technique, et puis tout à fait à la fin, de choisir, si on le souhaite, de faire un décor adapté. On touche à beaucoup plus de choses qu'on l'imagine au départ. On touche du doigt la bibliophilie, éventuellement la littérature, la technique, le papier, le cuir. On voit des expos, c'est quasiment infini, quoi. Je regarde à quel intervalle je mettrai mes fils de couture. Et là, en fait, vous allez voir tout à l'heure, on trace l'emplacement des ficelles qui sont sur le cousoir. Voilà, j'ai commencé par chiner du matériel, et puis j'ai pris des cours. Depuis 4 ans, Alain Roland suit donc des cours à l'atelier d'art appliqué du Vésinet. C'est grâce à cette école que le retraité a pu se perfectionner au fil des années. Le risque en travaillant seul, c'est de rester replié un petit peu sur soi, de travailler toujours sur les mêmes techniques, de refaire un peu les mêmes choses, alors que lorsqu'on se revoit pour des cours, alors on apprend, il y a un contenu pédagogique, et puis il y a l'échange aussi entre nous qui fait qu'on s'enrichit mutuellement. Créé en 1977 sous la forme d'une association, l'atelier est destiné à la formation des adultes. Chaque année, ce sont 200 élèves en formation continue et autant de stagiaires qui assistent aux cours des métiers du livre, de l'encadrement d'art ou encore des arts plastiques. Des métiers qui, au fil des années, attirent de moins en moins. En 1997, l'INSEE avait répertorié 788 établissements de reliure, contre 400 aujourd'hui. Pourquoi faire de la reliure à l'heure d'Internet ? Je dirais qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a d'abord celle que vous diront tous les bibliophiles, les amoureux du livre. Et ça, beaucoup d'amateurs ont chez eux des ouvrages qu'ils veulent sauver. C'est l'ouvrage des grands-parents, ils les aiment, il y a comme quelque chose d'affectif par rapport à cela. Mais à côté de ça, vous avez beaucoup plus, j'allais pas dire sérieux, mais oui, les archivistes, les bibliothécaires, tous ces gens ont besoin de sauver un patrimoine. C'est grâce à des écoles comme l'atelier d'art appliqué du Vésinet que la transmission du savoir peut continuer. Mais peu à peu, celles-ci disparaissent également.
les gens se rendent compte et viennent soutenir ces écoles-là, car elles sont en train de disparaître. Il ne reste pratiquement que 2 écoles d'État, mais qui s'adressent aux jeunes de moins de 25 ans. Il existe beaucoup de petites formations privées, voilà, des professeurs, des professionnels qui donnent quelques cours chez eux. Mais une école comme la nôtre qui réunit plusieurs métiers, tous les métiers du livre, plus le métier de l'encadrement, ça par contre c'est unique. Parmi les élèves, on trouve des amateurs comme Alain Roland. Mais des professionnels viennent également se former ici. Relieurs, bibliothécaires et archivistes se perfectionnent pour la conservation, la rénovation du livre ou plus simplement afin de connaître de nouvelles techniques. Il y a aussi des professionnels, dont c'est le métier depuis de nombreuses années, qui reviennent dans cette école parce que les techniques évoluent. On s'est aperçu qu'il fallait peut-être utiliser des cols réversibles, qu'il fallait poser des onglets par exemple pour empêcher d'être directement sur le livre. C'est pratique, c'est des réflexions que l'on mène dans des écoles comme la nôtre. Pour découvrir ces métiers, l'atelier d'art appliqué du Vésinet propose notamment des stages d'initiation. Quant à Alain Roland, il souhaite aussi pouvoir transmettre sa passion et propose des cours à son domicile sur demande. Connaissez-vous l'Osmothèque de Versailles? Association sous loi 1901, inaugurée le 26 avril 1990, l'Osmothèque de Versailles est le premier conservatoire international des parfums. Un véritable musée qui nous fait voyager à travers l'histoire de la parfumerie avec une collection surprenante de parfums existants ou disparus. Les Petits Nez est un atelier proposé aux enfants de 8 à 11 ans pour éveiller leur sens olfactif. Aurélia Debussy et Guillaume Camp de TV Fil 78 nous emmènent dans ce musée dédié à l'odorat. Patchouli, cannelle, rose, coriandre, autant d'odeurs que nos petits nez en herbe vont s'amuser à reconnaître. L'Osmothèque de Versailles, lieu unique au monde de conservation du parfum, propose pendant les vacances un atelier pour enfants de découverte des senteurs. L'idée pour les enfants, c'est d'apprendre deux, trois idées sur la parfumerie, de comprendre un petit peu d'où viennent les matières premières de la parfumerie, qu'ils peuvent en fait eux-mêmes sentir dans la nature, découvrir que la fleur d'oranger sent, que la rose sent, que la lavande, etc. Et puis aussi pour eux faire un exercice vraiment ludique où ils essaient de retrouver l'odeur qui va avec la petite image qui leur est présentée. Un programme ludique et participatif où chaque enfant peut s'initier au monde des senteurs en découvrant leur histoire et en faisant travailler son nez et sa mémoire olfactive. Ce que j'aime bien, c'est sentir les odeurs et en découvrir. J'ai découvert celle du muguet, celle de l'estragon et celle de la fleur d'oranger. Pour maintenir en éveil l'odorat des enfants, rien de tel que de susciter leur intérêt et leur curiosité. Un exercice que certains pratiquent déjà au quotidien. Grâce à notre odorat, on peut reconnaître les différents goûts. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà à la maison ou quand tu te promènes dehors? Je le faisais souvent. L'atelier, d'une durée d'1h30, est accessible aux enfants âgés de 8 à 11 ans. En dehors des vacances scolaires, les petits nez peuvent aussi se retrouver les mercredis. Originaire du boulevard Barbès dans le 18e arrondissement, la Screed Connection est un groupe de rap habitué des scènes du 9-3. Nous avons rencontré les artistes avant leur passage au festival Terre Hip Hop à Bobigny. L'occasion d'en savoir un peu plus sur ce collectif formé au milieu des années 90 et qui milite pour une société plus juste sans prôner la violence. Une rencontre signée Fanny Weckscheider et Carla Pastor de TVM Est Parisien. Scred Connection, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. C'est le slogan de la Scred Connection. Le groupe, originaire du 18e arrondissement de Paris, distille son rap depuis plus de 15 ans déjà. La France, c'est bien pour les allocs et l'hôpital. Vu qu'au stade doctoral, c'est là que c'est pas la carte. Rencontrés à Canal 93 à Bobigny pendant les répétitions de leur concert lors du festival Terre Hip Hop, les 4 rappeurs se livrent au micro de TVM. Interview avec Morad, Coma, Haroun et Mokles. Pour parler un peu à nos téléspectateurs de votre musique, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos textes, si vous avez des influences particulières? Dans l'état d'esprit du groupe, on a une ligne de conduite, tu vois, on a un slogan qui est jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction.
Donc voilà, on essaie de développer des sujets assez engagés, on essaie de chercher des thèmes d'actualité, de se placer par rapport à notre quartier, parce qu'on vient d'un quartier, donc on a vécu des choses, on a vu des choses qu'on essaie de décrire. C'est assez un rap social avec une écriture assez fine. On a choisi notre direction, on sait qu'il y a du rap commercial, il y a du rap à thème, il y a du rap engagé. Nous on préfère ce rap-là. Si je réussis un jour, j'invite mes potes ailleurs qu'en freestyle. C'est sur une île que je veux partir finir en côté. Au niveau de l'écriture des textes, est-ce que tout le monde collabore? Est-ce qu'il y en a qui ont plutôt des rôles particuliers attribués? Ou comment est-ce que vous créez justement votre musique tous ensemble? C'est toujours une recherche de nouveaux mots. Tu vois, le danseur, il cherche ses nouveaux pas. Le graffeur, il cherche ses nouveaux lettrages. Nous, on est toujours à la recherche de nouvelles manières d'amener les choses. On travaille ensemble, séparément, avec des autres. Donc, il n'y a pas vraiment de loi. Les pétards savent que tout, les chemins, même ta bande, savent aussi qu'on n'est jamais mieux servi que par sa table. La composition telle qu'elle est aujourd'hui, c'est celle d'origine. Vous avez toujours travaillé ensemble. Effectivement, à la base, la Secret Connection, il y a un des membres fondateurs du groupe qui est plus avec nous, qui s'appelait Fab, et qui a arrêté il y a quelques années maintenant. Celui qui a eu la plus grosse notoriété aussi. Il y a eu des personnes qui sont rajoutées après. Est-ce que c'est encore aujourd'hui ouvert? Ça a toujours été ouvert. Et il y a des gens qui ont fait un petit bout de chemin avec nous, des petites participations. On a des projets solo aussi. Ça reste dans la veine de Secret Connection de faire autant des albums en solo que des albums en groupe. Ouais. Secret Connection. Quels sont vos projets pour l'avenir? Entre les solos et les projets de groupe, tu vois, il y a chacun est en train de un peu faire sa mayonnaise. Là, on essaie aussi après donc de se voir pour nous l'album de la Secret Connection. Et là, on est en train de tester des nouveaux morceaux, de maqueter, de ramener des refrains, d'amener des idées, faire un clip ou deux. Pour l'instant, on fait beaucoup de concerts en fait. Opérationnel ou pas? Opérationnel, c'est l'essentiel. Et on sent tellement bien qu'on peut toucher le ciel. Même si la plupart du temps, on est souvent à l'échelle. On aura notre revanche en attendant. Nous, on est un groupe qui bougeons toute l'année, actualité ou pas. On vient du 75018, on fait tout doucement. Secret en évitant d'éveiller sur nous les soupçons. Quand on dit secret, vous dites connexion. Secret. Et quand il y aura une autre date sur Paris, tout ça, faut venir nous voir, tu vois. Vous êtes les bienvenus et voilà. Ok? Et ben voilà, merci. Pour terminer ce magazine, je vous propose d'aller à la rencontre du peintre Jean Reverdy. Artiste aux inspirations multiples, mêlant à la fois le figuratif et l'abstraction, il vit et travaille à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Il nous fait découvrir son atelier qu'il a transformé à l'occasion en salle d'exposition. Christophe Rigaud nous emmène dans l'univers de cet artiste singulier. Jean Reverdy n'était pas destiné à une carrière artistique. Cet autodidacte, issu d'un milieu populaire, apprenti à 17 ans, s'est toujours passionné de peinture. Il finit par réaliser son rêve, entrer aux Beaux-Arts sans aucune formation artistique. Depuis, Jean Reverdy n'a cessé de peindre. C'est dans son atelier de Bagnolet qu'il travaille, à la fois espace de création et lieu de vie. Ce grand loft sert également de salle d'exposition. Une occasion de revenir sur son travail passé. Ça, c'est le portrait d'un ami qui a été interné. Donc ça a été ma première exposition personnelle qui s'est appelée L'Interné, où les pivots de l'exposition, et c'était 4 portraits, donc je n'ai plus que ces deux-là, de cet ami en situation d'internement. Voilà. Et puis ce travail petit à petit sur la figure m'a entraîné vers ce travail-là qui s'est appelé Identité et qui est un travail que j'ai beaucoup aimé, qui était le fruit de mon doute, de ma réflexion sur le fait de représenter. Entre figuratif et abstraction, Jean Reverdy est toujours passé de l'un à l'autre, comme une suite logique. Ce travail-là m'a amené ici.
Et ce travail, évidemment, c'est une figure peut-être en disparition, mais c'est une figure émergente. Hein. Elle est au centre de la toile. Hein. Et il y a comme une lumière qui émerge derrière, donc on a comme une figure à contre-jour qui est là, un peu énigmatique. Et ça, c'est un travail à l'huile. J'ai fait plusieurs toiles comme ça, j'en ai une plus grande, et après j'ai détruit les autres toiles parce que c'était qu'une répétition, et ça m'a amené à m'interroger sur cette forme sur ce travail, et ce travail m'a amené à ce travail-là. Inspiré aussi bien par le Trecento italien ou l'avant-garde russe du début du XXe siècle, Jean Reverdy a toujours apprécié ces styles qui ont tenté, chacun à leur époque, de redéfinir la peinture. Des influences qui ont notamment amené Jean Reverdy vers l'abstraction. En fait, une toile abstraite, c'est une image où rien n'est donné. Et il faut construire complètement son image. Donc il faut faire des choix tout le temps, et il faut avoir une image mentale, et aboutir à une image mentale, à une image qu'on a. Mais cette image qu'on a, elle provient quoi? De sensations qu'on a eues, même de sensations de la nature. Donc il y a un processus qui pourrait être un peu parallèle au processus de la nature, c'est-à-dire il y a des choses qui s'élaborent comme ça et qui se mettent en place. Je réduis les éléments à des éléments simples, et ça me permet de travailler la couleur, ça me permet de travailler le plan, je travaille selon une forme de structure et de réseau. Et je ne suis plus soumis de la même manière à l'impératif de la ressemblance. C'est à l'étage que Jean Reverdy a installé son atelier. C'est ici qu'il prépare ses pigments et affine le travail préparatoire de ses prochaines toiles dans de petits cahiers. Sur le chevalet, une toile en plein chantier. Cela fait plusieurs jours que l'artiste y travaille, car ce tableau opère une véritable rupture pour l'artiste avec ses dernières toiles. Là, ce qui est flagrant quand on regarde, c'est que cette toile, elle est essentiellement composée de verticales, d'horizontales, c'est-à-dire de parallélépipèdes rectangles, plus ou moins grands, donc qui sont construits selon un réseau. Il y a une diagonale, simplement, il n'y a pas d'autre diagonale. Et s'il y a une sensation d'espace, ça serait plutôt ces plans rectangulaires qui créeraient des avant, des arrières avec la couleur, avec le phénomène de la couleur et de la valeur et de l'intensité. Et quand on bascule brusquement ici, on se demande d'ailleurs comment on peut passer de ça à ça, parce qu'ici, quasiment, il n'y a plus de verticale, enfin il y en a une. Ce sont plutôt des formes, des losanges, où il y a des diagonales essentiellement. Et quand on la voit, c'est presque quelque chose de mouvant, et on sent immédiatement comme un espace, et qui n'est pas fatalement un espace tridimensionnel, hein, une espèce de sensation d'espace qui est différente de la sensation d'espace qui est là. Artiste reconnu et discret, Jean Reverdy expose peu, son atelier sert le plus souvent de salle d'exposition. Mais l'artiste compte bien ressortir prochainement de l'ombre et s'exposer de nouveau dans une galerie au regard des amateurs. Grand Paris Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Telif, www.telif.tv. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite, la suite des programmes sur Telif.